clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Là, on a déposé nos valises et nous allons nous faire remettre les clés de la ville, ici, dans cette bonne vieille ville d'Amiens. On est très heureux d'être ici, dans cette capitale picarde. Il fait un peu froid, c'est vrai, mais on est ici dans un écrin magnifique, on a beaucoup de chance. On est dans l'un des 8 cirques fermés construits en France. Un cirque Jules Verne qui porte bien son nom, on en parlera bien évidemment tout à l'heure, ici à Amiens, toujours accompagné de mon fidèle complice avec qui nous faisons le Tour de France, nous sommes les saltimbanques de l'immobilier au niveau national. J'ai le plaisir d'accueillir mon ami Olivier Marin. Bonjour Sylvain, plaisir partagé, bonjour. Alors, très heureux, bien sûr, ici, au nom de Figaro Immobilier, avec Radio Imo, de poursuivre cette 3e saison des Clés de la Ville, avec toujours un grand plaisir, le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et l'on parle immobilier, logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi de nouvelles façons de vivre et d'habiter. On le verra à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir réalisé des émissions à Reims, à Nice, à Metz, eh bien nous sommes à Amiens, au cirque Jules Verne, effectivement, inscrit au titre des monuments historiques construits en 1889, reçu par notre grand témoin que l'on est très heureux d'accueillir ici, c'est Brigitte Fourré, maire d'Amiens. Merci beaucoup d'être présente. Bonjour et merci à vous de poser vos valises dans ce beau cirque rénové récemment et qui a aussi un plafond réalisé par un artiste autrichien qui s'appelle Ernst Caramel. Donc j'ai plaisir à le signaler également. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous retrouverons bien sûr nos partenaires. Tout d'abord, la séquence La vie ensemble avec notre partenaire Nexity. On recevra Guillaume Quintin, directeur général Nord de Nexity Résidentiel. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on va recevoir Maître Vincent Renoux, notaire à Amiens. Il va nous dresser un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer de bons conseils pratiques. Comme toujours, Arkea, entreprise institutionnelle, nous accompagne pour la séquence Parlons territoire. Et aujourd'hui, David Quin, directeur général de Hamsom Habitat, bailleur social de la métropole Amiens et du département de la Somme, sera à nos côtés. Et puis on évoquait les conseils. Plus que jamais, on en a besoin des conseils. Alors on parle tant de sobriété, de rénovation énergétique dans les logements. Eh bien, Elio, spécialiste de la rénovation, sera présent avec Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques. Elio, pour nous éclairer sur les bonnes pratiques, et on en a bien besoin. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Amiens, l'édito, c'est à vous. Formidable écrin. On est ravis d'ailleurs aussi de poser ici notre studio dans cette ville qui est surnommée la Petite Venise du Nord. Amiens, une ville au passé riche et au futur enchanteur, une ville clé de l'histoire de France, une place stratégique du royaume pendant la guerre de 100 ans et dont la devise, je vais essayer de le dire en latin, voilà, c'est pas sûr, Lilis tenaci vimine gingor, ça veut dire un lien puissant muni au lys. Le lys, vous l'avez reconnu, c'est la royauté, bien sûr, c'est la France. Jules César, himself, lui-même, dans ses premières lettres de noblesse à Amiens, dans la guerre des Gaules, il mentionne Samarobriva, où il séjourne avec ses légions en 54 et 53 avant Jésus-Christ, de retour de sa tentative de conquête de la Bretagne. De camp militaire temporaire, Samarobriva devient un village, devient une ville, une capitale de la cité des Ambiens, la peuplade locale. Il ne reste d'ailleurs pas grand-chose de physique de cet Amiens romain, si ce n'est les ruines de l'amphithéâtre mises à jour en 1878, qui se trouve d'ailleurs sous l'hôtel de ville et des thermes. À la demande de la ville, en 2019, la start-up amiénoise Octus avait d'ailleurs lancé une application géniale qui s'appelle Amiens gallo-romain, qui offre la possibilité de découvrir les lieux emblématiques de la ville sous les Romains. Alors ensuite, effectivement, la ville va se développer de plus en plus à l'aube de la période moderne, au XVIIIe siècle. De nouveaux
travaux d'urbanisme furent réalisés à Amiens entre la construction d'un port amont, ouvrant une première brèche dans les remparts, et l'ajout du célèbre beffroi, qui date d'ailleurs du XIIIe siècle, et d'un dôme de pierre, bien sûr, et d'un lanternon. On assiste à un réel développement de la ville, accompagné d'une industrie textile de nouveau florissante autour du velours de coton, et c'est le fameux velours d'Utrecht, me semble-t-il, qu'on appelle le velours d'Utrecht. Amiens sera la capitale française du velours, et pendant quasiment 2 siècles. Au XIXe siècle, Amiens sera là aussi profondément transformée, peut-être une forme d'osmanisation avant l'heure, qui verra la construction d'ailleurs du canal de la Somme entre 1786 et 1827, et le passage d'une ville médiévale à une ville aérée, sous la direction du célèbre François-Auguste Chesset, qui était architecte de la ville d'Amiens. Nous pouvons d'ailleurs mentionner la restauration de la cathédrale, le nivellement des fortifications remplacé par une ceinture de boulevard intérieur, la construction d'une bibliothèque municipale, d'un cimetière de la Madeleine où est enterré un certain Jules Verne. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Voilà, la célébrité locale, le local littéraire de l'État, et bien sûr de la gare du Nord. Malheureusement, en 1945, Amiens est qualifiée de ville martyre. On l'appelle comme cela. Elle a subi d'ailleurs à de multiples reprises de très très violents bombardements, d'abord avec l'avancée de la Wehrmacht en mai 40, mais aussi par les Alliés en 42. Amiens est libérée le 31 août 1944 par les Britanniques. 41% de la ville a été détruite et 60% sinistrée. Pour sa reconstruction, les problématiques sont multiples. Une diminution régulière de la population depuis les années d'avant-guerre, avec une superficie absolument immense, équivalente à celle de Lyon, et 80 km de voirie. Et c'est à Pierre Ducos qu'il incombe de reconstruire la cité. Lui dont le plan fut de réduire et de simplifier un réseau de rues trop compliqué et un centre encombré de cette époque. Relevons par exemple la Tour Perret, qui a été érigée en face de la gare du Nord entre 1949 et 1952 et qui fut un temps le plus haut gratte-ciel d'Europe de l'Ouest avec 104 mètres de hauteur. Cette histoire riche fait aujourd'hui de la capitale picarde une ville attractive, une ville où il fait bon vivre et qui a su se transformer au fil du temps grâce à vous, grâce à vos prédécesseurs. Les projets sont nombreux pour les années à venir, on va en parler tout à l'heure. Une activité qui inspira jadis le grand Jules Verne lorsqu'il disait « Je suis une bête de Somme ». Bienvenue à Amiens, je vous propose que nous voyions maintenant le reportage que nous avons tourné. Bienvenue à Amiens, ville verte et bleue par excellence. Elle est régulièrement classée parmi les villes les plus vertes de France par l'Observatoire des villes vertes, avec ses 280 hectares d'espaces verts, 300 hectares de forêt, 300 hectares d'ortillonnage, 30 hectares de marais, son fleuve, la Somme, et ses 65 km de cours d'eau. La petite Venise du Nord est une ville attractive dans laquelle il fait bon vivre. L'histoire d'Amiens remonte à moins 400 000 avant Jésus-Christ. On est dans la période de l'Acheléen, là où les hommes préhistoriques utilisaient les bifaces, ces silex qui servaient un peu comme un couteau suisse à plusieurs fonctions dans toute la vie quotidienne. Mais la ville s'est vraiment construite à partir de l'époque gallo-romaine. Jules César, dans la guerre des Gaules, en parle déjà de Samaropriva. Samaropriva, ça veut dire le pont sur la Somme. Bien entendu, la ville s'est aussi construite grâce à sa cathédrale.
La cathédrale, c'est l'âge d'or d'Amiens, c'est là où on va forcément braquer tous les projecteurs sur Amiens, puisque c'est la plus grande église gothique classique du XIIIe siècle, et c'est surtout aujourd'hui la plus vaste cathédrale de France. Elle est la plus grande cathédrale de France avec ses 145 mètres de long et 42 mètres de haut. Construite pendant le XIIIe siècle selon l'art gothique, elle est classée au monument historique depuis 1862 et au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. Après avoir passé l'hôtel de ville construit à l'emplacement de l'amphithéâtre gallo-romain, bifurqué vers le nord et tombé sur le beffroi. Il est mentionné pour la première fois en 1244, il symbolise l'indépendance de la commune. Et puis il y a eu surtout le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est une époque très importante puisqu'on va agrandir la ville, on va créer un nouveau quartier, notamment le quartier Henryville, en hommage à Henri IV. Et puis on va surtout construire la bibliothèque municipale, le musée de Picardie, le palais de justice. On va agrandir l'hôtel de ville et puis surtout on va construire le lieu où on est actuellement, le cirque municipal Jules Verne. Et forcément Jules Verne en hommage à cet écrivain qui a habité Amiens pendant plus de 30 ans. Il y a été même conseiller municipal, il y a écrit de nombreux romans très célèbres et on y voue aujourd'hui un culte énorme, littéraire et on va dire très culturel. Encore plus au nord de la ville, profitons des jardins et espaces verts qu'offre le Jardin des Plantes ou le Parc Saint-Pierre. Vous êtes dans le quartier Saint-Leu, quartier le plus vivant de la ville et constitué au Moyen-Âge sur les bras de la Somme et au pied de la cathédrale. Prenez une barque et profitez des 300 hectares de terre fertile qu'offrent les Ortillonnages, jardins flottants posés sur un dédale de 65 km de canaux. Ils sont cultivés sous la forme que nous connaissons aujourd'hui depuis 700 ans. Plus au sud, arrêtez-vous sur la place Alphonse Fiquet, au pied de la tour Perret, conçue en 1942 par l'architecte du même nom, construite au sortir de la guerre entre mai 1950 et mars 1952. La tour est composée d'appartements et de bureaux sur 30 étages pour 104 mètres de haut. Enfin, vous pourrez visiter le Zoo d'Amiens, fondé en 1952. Il attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs, petits ou grands. Ville injustement méconnue, capitale de la Picardie, ville moyenâgeuse et riche de son passé, bienvenue à Amiens. Applaudissements. Voilà, merci à Alexandre Burkhardt qui a tourné ces images pas plus tard qu'hier et l'ensemble des équipes. Rebonjour Brigitte Fourré, vous êtes la maire d'Amiens. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces premières images un peu... Alors, on a voulu faire des images un peu bucoliques, il faut dire que le temps s'y prêtait aussi un peu. Ben ça montre vraiment ce qu'est ma ville. C'est-à-dire qu'on est, certains peuvent dire une ville à la campagne. Moi, je préférerais dire une ville grandeur nature pour bien montrer que nous sommes dans une ville de plus de 100 000 habitants. On n'est pas si nombreux en France à passer ce cap. Et en même temps, une ville à taille humaine, une ville où il y a surtout une qualité environnementale absolument exceptionnelle. Et c'est vrai que on l'a dit dans le reportage, c'était un petit peu une pirouette, on a dit injustement méconnue. C'est vrai que l'image extérieure que l'on a d'Amiens lorsqu'on n'est jamais allé à Amiens, et je reconnais moi-même d'ailleurs, puisque c'est la première fois que je viens ici à Amiens, j'ai découvert une ville absolument magnifique et qui est vraiment à une encablure de la grande métropole parisienne. Est-ce que finalement vous avez cette impression comme... alors j'aime pas le terme de ville moyenne, vous savez, j'aime pas beaucoup ce terme, mais de ces villes finalement intermédiaires par rapport à des grandes métropoles, est-ce que vous avez parfois cette impression d'aspiration entre Lille, Paris, qui empêche parfois le développement de ces villes-là ou pas ?
Alors, moi, je qualifie jamais ma ville de ville moyenne. Nous sommes dans une grande ville et nous faisons partie d'une association qui s'appelait auparavant l'Association des grandes villes de France, qui a changé de nom pour inclure les métropoles, mais voilà. Donc, nous sommes dans une grande ville. Pour autant, effectivement, pendant longtemps, nous étions loin de tous les moyens de communication. Nous n'avions pas, par exemple, d'autoroute qui nous reliait à Lille ou à Paris. Donc, évidemment, ça nous a manqué. Du coup, on ne vient pas à Amiens par hasard. On y vient parce qu'on a une bonne raison d'y venir. Et c'est là qu'on découvre la qualité de notre ville et sa qualité de vie aussi, sa qualité à vivre. Parce que vraiment, c'est ça qui me semble important. Donc, je pense que après la crise du Covid que nous venons de vivre, eh bien, une ville comme Amiens a des atouts exceptionnels parce que ce que recherchent les personnes, les familles qui cherchent à s'implanter dans une ville maintenant, elles recherchent plutôt une qualité environnementale. Elles recherchent une maison avec un jardin ou un appartement avec un balcon et avec, si possible, une vue sur des espaces magnifiques. Et du coup, je me dis qu'on peut attirer à nous un certain nombre de familles franciliennes qui, plutôt que d'être scotchées à Paris ou en proche banlieue parisienne, auraient intérêt à venir s'installer à Amiens et à faire 1 ou 2 journées de télétravail. Et les jours où ces familles sont amenées à partir à Paris, rentrer et pouvoir prendre le train quand il est bien à l'heure, mais ça c'est un autre sujet. Donc arriver à Amiens et pouvoir immédiatement se promener dans les ortillonnages ou bien dans les nombreux parcs de la ville, mais attendez, et puis avoir accès en même temps à une richesse culturelle, à une palette d'activités assez exceptionnelle, quoi. Alors justement, une ville, une grande ville comme Amiens, c'est l'attractivité, c'est le tourisme, c'est l'emploi, c'est le logement, c'est les transports, la mobilité. Et vous avez parlé du cadre de vie, vous avez parlé aussi, on va le voir, des habitants. Vous avez lancé un questionnaire en ligne. Vous avez demandé à tous les habitants d'aider à l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme. C'est un document qui est en fait essentiel pour le cadre de vie. Il a été lancé en octobre dernier. Alors on va voir avec vous, vous allez nous dire si déjà les habitants vraiment se sont mobilisés, ont répondu présent. Faire d'Amiens la ville qu'il vous plaira. Faire d'Amiens la ville qu'il vous plaira, voilà, ça c'est l'ambition, la promesse affichée. Résultat, normalement au printemps prochain, sans dévoiler des secrets, est-ce qu'il y a des tendances, des grandes lignes qui ressortent d'ores et déjà ? Les grandes lignes incontestables, c'est de maintenir, voire de développer les espaces naturels, parce que c'est un atout, c'est un poumon vert. Et à l'époque, on parle à juste titre de réchauffement climatique. Eh bien, c'est vraiment essentiel. Donc, préserver des poumons verts, continuer à planter des arbres dans la ville et à faire en sorte que l'environnement y tienne toute sa place. Et puis, en même temps, donc, préserver, si vous voulez, l'équilibre entre des cercles concentriques. Au centre-ville, un habitat qui a été beaucoup détruit, vous le soulignez dans votre introduction, mais un habitat à repenser. Hein. Des faubourgs avec des maisons amiénoises qui sont magnifiques, qui sont typiques et qui sont toutes différentes en fait. Donc ça paraît uniforme quand on regarde vite fait, mais quand on s'y attache, on voit que bien sûr ce sont des maisons en briques et pierres, mais qu'elles sont toutes différentes. Et vraiment pour moi, qui suis amiénoise de naissance, c'est un patrimoine incroyable. Donc garder ce patrimoine de faubourg avec des difficultés de stationnement, etc., qu'on a aussi à réguler dans le cadre du plan local d'urbanisme. Et puis, quand on va plus loin, des quartiers périphériques qui sont donc qui ont besoin d'une reconquête en termes d'habitat, bien sûr, et c'est tout l'enjeu de la politique de la ville qui est menée dans bon nombre de nos quartiers, mais aussi de l'habitat pavillonnaire, traditionnel, etc. Et donc, dans les nombreuses actes que nous avons, l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte de proposer des programmes immobiliers qui correspondent aux attentes des habitants. Et les habitants de ma ville, je pense que c'est ce que souhaitent aussi la plupart des habitants de notre pays, c'est une petite maison avec un petit jardin. Voilà. Ils demandent pas la lune, mais voilà. Et quand on est amené bien sûr à faire aussi des logements collectifs, parce que nous sommes bien sensibles aux questions environnementales, mais quand on fait du logement collectif, qu'on pense plutôt un habitat sous la forme de villa où chacun peut avoir son entrée individualisée pour qu'on conserve quand même ce caractère important. Et puis donc pour nous, je dirais aussi un important axe
d'accession sociale à la propriété que je pourrais développer si vous voulez. Alors c'est vrai que dans les villes, il y a un sujet dans les villes, et donc nous, on a cette chance de faire le tour de France et de rencontrer tous les élus locaux. Alors je vais vous dire, on a un postulat de base avec Olivier, c'est que nous aimons les élus locaux. Nous considérons que c'est dans les territoires que les choses se font et que l'hétérogénéité des territoires, notamment sur l'habitat, ne peuvent pas faire l'objet d'une standardisation politique. Et je pense qu'il y a un rôle très important. Je sais que vos appartenances politiques font que vous êtes très ancrés dans cette territorialité. Et d'ailleurs, nous avons eu dans ce pays la chance d'avoir un grand ministre de la Ville et du Logement qui s'appelait Jean-Louis Borloo, qui est toujours là, bien sûr, avec nous, et dont il faut se rappeler aussi ces idées qu'il avait, vous savez, quand il évoquait le plan Marshall des banlieues, lorsqu'il évoquait une révolution drastique du logement. Les projets urbains sont votre défi, Madame la maire. Et je voudrais que vous nous parliez peut-être de ces formidables projets de reconversion et de renouvellement urbain, notamment la revitalisation de l'ex-usine de Goodyear, par exemple, qui est un sujet aussi important, et la livraison de la cité administrative ou encore de la mutation du quartier Amiens-Nord. C'est quoi les défis lorsqu'on est à la tête d'une collectivité comme celle-ci ? Les défis au quotidien, c'est d'être un peu des couturiers, donc de faire de renouer le lien entre les différents quartiers, de faire en sorte que tous les habitants se sentent vraiment dans une ville à taille humaine, une ville où ils ne sont pas des anonymes. Donc c'est un travail de proximité. Voilà, c'est vraiment ça l'essentiel du rôle d'un maire. Et puis aussi préparer l'avenir, donc avoir les deux fonctions, la proximité pour répondre aux besoins immédiats et puis la vision pour préparer l'avenir. Alors dans les sujets que vous me lancez, eh bien que ce soit sur le site de Goodyear, mais on pourrait aussi parler du site de Whirlpool, c'est la même chose. Ce sont des reconversions de sites industriels. Donc là, en fait, sur Goodyear, c'est un opérateur qui a racheté le site et qui l'a réaménagé de manière à ce que de nouvelles entreprises viennent s'y installer, parce qu'il est essentiel que dans un site comme celui-là, qui est donc en périphérie de la ville, en zone industrielle, donc il est essentiel qu'il n'y ait pas de dents creuses, qu'il n'y ait pas d'espace laissé à l'abandon. Alors, certes, le nombre de salariés de nouvelle formule est bien inférieur au nombre de salariés que générait Goodyear, mais encore une fois, il est important qu'il n'y ait pas de dents creuses, pas d'espace comme ça laissé à l'abandon. Et puis, en même temps que ces sites tels que celui-là, il faut aussi que nous pensions, et c'est vraiment pour moi un enjeu majeur, à la requalification des quartiers qui sont classés en politique de la ville. Et vous citiez donc les quartiers nord. Je préfère dire les quartiers nord que le quartier nord, parce que c'est pas une unité, c'est assez diversifié. Et encore cette semaine, nous avions une réunion publique avec les habitants pour leur présenter les projets qui sont en cours. Et il s'agit de relancer une nouvelle dynamique. Donc, de démolir un certain nombre de grands bâtiments, parce que par exemple, nous avions des bâtiments qui comptaient 160 logements. Et 160 logements, quand on a des familles qui travaillent et qui ne viennent qu'y dormir, ça peut-être s'envisager. Mais 160 logements, quand vous avez le chômage qui frappe et que vous êtes là à longueur de journée, c'est ingérable. C'est ingérable. Donc là aussi, ça manque d'humanité, ça manque de lien social et ça manque d'associations, de commerce, etc. Donc c'est tout cet enjeu-là qu'il a fallu repenser. Donc on est en train avec différents opérateurs, bien sûr, on est en train de repenser, de reconstruire autrement et puis de repenser aussi les zones d'activité commerciale parce que c'est essentiel. Donc, alors, construire, oui, mais pas n'importe comment, pas n'importe où, tenir compte de l'existant, réhabiliter, construire bas carbone, tenir compte de l'environnement, comme par exemple avec le bois. Une future médiathèque doit voir le jour prochainement à Amiens, médiathèque Étouvie, je crois, c'est ça, ossature bois, isolation en béton de chanvre, matériaux biosourcés, ventilation naturelle, puis canadien. Voilà, c'est un futur bâtiment, 950 mètres carrés, qui est un exemple de construction éco-responsable. Est-ce que pour vous, c'est le sens de l'histoire ? Oui, incontestablement, mais c'est aussi le sens de l'histoire parce que ce n'est pas construit dans n'importe quel quartier. C'est justement construit dans un quartier qui est en politique de la ville et où on montre aux habitants qu'ils méritent aussi d'avoir des bâtiments de qualité et singulièrement des structures culturelle, parce que la bibliothèque qui existait ne fonctionnait pas dans des locaux à la hauteur de ce qui va se passer maintenant. Et effectivement, quand nous avons lancé donc le chantier, l'idée c'était d'en faire un chantier un peu exemplaire et
ce qui nous a intéressé, c'était effectivement le système qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir de ventilation mécanique, mais de profiter en fait de l'existant. Et puis le Saturbois, je peux vous dire que c'est très beau et c'est placé à un endroit où on va le voir vraiment très facilement ce bâtiment. Donc je pense que ça fait partie aussi de l'attractivité de nos quartiers en politique de la ville que de présenter des projets de ce genre. On a d'autres projets, on a le projet d'une école dans une ZAC. Bon, c'est quand même pas banal aujourd'hui de construire une école, parce qu'on a quand même plutôt une baisse de la démographie. Mais là aussi, alors le chantier n'est pas lancé, puisqu'on est en procédure, au début du lancement de la procédure, mais on va être très attentif justement à la qualité environnementale et également aux matériaux biosourcés de préférence qui seront utilisés dans cette construction. Tout à l'heure, vous avez évoqué les raccordements, effectivement, au niveau des transports, parfois des difficultés. On observe quand même depuis une dizaine d'années de graves dysfonctionnements de la liaison SNCF. Alors, ce n'est rien de le dire. Alors, vous avez été, Brigitte Fourré, très offensive sur la question, et d'ailleurs, entre nous, en tant que journalistes, on trouve ça assez singulier quand même, que voilà, on fait un constat quand même qui n'est pas un constat positif. Ça peut nuire à son attractivité, clairement. On a même interrogé quelques chefs d'entreprise qui auraient pu vouloir s'installer à Amiens ou le relocaliser de petites industries. Vous savez, c'est très à la mode aujourd'hui, on relocalise. Voilà. Encore faut-il avoir de l'attractivité, des moyens d'équipement et des infrastructures aussi qui le permettent. En fin d'année dernière, le président Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé, avait évoqué la création de RER pour 10 grandes métropoles françaises. Amiens n'est pas concerné. En tout cas, j'ai pas vu. Non. En tout cas, j'ai pas vu. Ça m'a un peu interpellé. Alors, on espère le rencontrer bientôt. Normalement, vous savez, quand le président de la République a reçu McFly et Carlito, pourquoi ne recevrait-il pas Radio Imo Le Figaro et Le Figaro, n'est-ce pas, Olivier? On est d'accord là-dessus. Alors, trêve de plaisanterie, quel est votre positionnement à ce sujet? N'hésitez pas à nous le dire, parce que là, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet. Et quelle attractivité pour une ville comme Amiens en France en 2023? Et arriverez-vous, Brigitte Fourré, avec l'énergie qui vous caractérise, à faire en sorte que peut-être la ville d'Amiens soit inscrite dans ce fabuleux projet de RER évoqué par le président de la République? Alors, avant de parler du RER, moi je voudrais dire que l'ambition que j'ai pour ma ville, c'est de surtout conserver ses atouts et de nous permettre de nous développer à partir de nos atouts. Or, parler de RER, ça veut dire qu'on part du principe implicite que le développement doit se faire à Paris. C'est ça. Et par extension jusqu'à la ville d'Amiens. Et que la ville est là pour qu'on y dorme simplement. Or moi j'ai l'ambition que ce soit une ville où on travaille, où on vit, où on dort, bien sûr, mais où on se distrait. Voilà. Est-ce que vous le souhaiteriez, vous, qu'il y ait justement ce type de raccordement ou pas? Alors moi je ne souhaite pas qu'il y ait un type de raccordement type RER. D'accord. En revanche, améliorer la desserte TER qui nous relie à Paris, alors là, c'est indispensable. Ouais. C'est une vraie priorité. Parce qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas parce que, en fait, la desserte d'Amiens est considérée probablement par la SNCF comme la dernière roue du carrosse, si vous me permettez l'expression. Et donc, on passe après les Thalys, après les TGV, après tout le monde. Donc, du coup... Mais quand vous le leur demandez, quand vous insistez, quand vous les sollicitez, qu'est-ce qu'on vous répond? On m'écoute toujours avec une très grande attention. Mais derrière, il ne se passe rien. Rien. C'est le système de l'édredon, vous savez. Oui, bien sûr. Je vois tout. On dit des choses, et puis... Ça, c'est le système de l'édredon. Oui, je trouve que ça ne... Voilà, ça revient pas. Ça ne revient pas, il n'y a pas d'évolution. Et donc, pour nous, c'est vraiment un vrai enjeu. Les administrés vous remontent sans cesse. Mais constamment, parce qu'on a quand même un certain nombre d'habitants qui vont travailler à Paris, ou d'habitants d'Amiens. On a dans les deux sens. Et c'est vraiment catastrophique, parce qu'on ne sait jamais si le train va être à l'heure, on ne sait jamais s'il va y avoir un conducteur, on ne sait jamais. Et surtout, la situation s'est dégradée. Il y a quelques années, quand j'étais étudiante, donc vous vous doutez que c'était quand même il y a quelques années, eh bien, je prenais le train pour aller à Paris pour suivre des cours quand j'étais en 3e cycle, et j'avais toujours un train qui mettait 1h05.
Et je me posais pas la question de savoir s'il était à l'heure. Il était toujours à l'heure, dans les deux sens. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, si vous voulez, on a une situation qui s'est dégradée avec le temps. Donc, c'est beaucoup plus difficile à supporter encore. Avant de passer aux étapes suivantes, aux chroniques suivantes, Madame la maire, on pose toujours cette question, c'est pas une question piège. On dit toujours, vous savez, vous connaissez le vieil adage, maire constructeur, maire vaincu. Est-ce qu'on peut dire que vous, Brigitte Fourré, vous êtes une maire, on dit maire ou mairesse? Oui, maire plutôt. Maire, qui construisait. Alors, Est-ce que vous êtes un maire constructeur? bien sûr qu'il faut construire. Évidemment, il faut construire parce que une ville qui construit pas, c'est une ville qui n'avance pas, qui ne bouge pas et qui du coup meurt. Et puis après tout, on sait très bien que quand le bâtiment va, tout va. Donc, je peux vous renvoyer aussi cette formule-là. Donc vous signez les permis de construire? Oui, bien sûr. Mais en revanche, je ne prétends pas être que maire constructeur, parce que d'abord, c'est pas moi qui construis directement, et puis ensuite, parce que, je vous le disais tout à l'heure, moi, mon souci, c'est vraiment d'être attentif à la vie quotidienne des habitants, en même temps qu'à préparer leur avenir. Et c'est pas par hasard si on a l'ambition d'être capitale européenne de la culture aussi, le badge que je porte fièrement au revers de ma veste. C'est bien pour marquer justement cette ambition que nous avons et cette ambition qui est à développer auprès des habitants. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, le logement est un sujet important. Vous avez mis un accent, vous l'avez dit, c'est pas anodin, sur l'accession sociale à la propriété. On parle bien d'accession sociale à la propriété. Absolument, parce que la sociologie des habitants de ma ville est une sociologie. Enfin, les habitants sont plutôt de CSP classe moyenne, voire CSP moins. Et donc, mon rôle de maire, c'est aussi de permettre aux familles de ne pas être obligées d'aller acheter à 30, 40 ou 50 km de la ville et d'être obligé de faire des allées et venues qui sont après extrêmement coûteux et chronophages et fatigants. Donc, mon objectif, c'est de faire en sorte que ces familles puissent acheter à Amiens leur première acquisition. Et proche de l'emploi. Et bien sûr, qu'on limite les déplacements. Et alors justement, lors du conseil, je crois que c'était le 15 décembre dernier à Amiens Métropole, les élus ont adopté plusieurs dossiers en faveur de l'innovation et de l'attractivité des entreprises du territoire. Donc 1 millier de chercheurs, on le rappelle, 36 laboratoires, 4 centres de transfert, des pôles de compétitivité, des réussites excellentes. On va les rappeler au cours de l'émission. Et puis, il faut, en fait, c'est l'un des messages qui a été évoqué, dynamiser, pousser, ne jamais en fait s'endormir sur ses lauriers, toujours aller de l'avant, montrer qu'il faut absolument faire venir. Non, c'est exactement ça. Et nous sommes très fiers d'avoir une université à Amiens qui compte quelques 30 000 étudiants. Par rapport au nombre d'habitants, 135 000 habitants, c'est considérable. Ce qui nous rend aussi la ville de plus de 100 000 habitants la plus jeune de France. Mais on a besoin aussi d'avoir ces pousses. Et donc, c'est pas par hasard si on a des pépinières d'entreprises, si on a aussi des clusters qui se développent. Il y a une convention qui va soutenir Amiens Cluster. Absolument, parce que justement, on sait que sur certains sujets, singulièrement la santé ou encore les batteries ou d'autres domaines encore, eh bien, on a vraiment un vrai savoir-faire ici. Et moi, je me réjouis à chaque fois que je vois qu'à l'hôpital d'Amiens, on a des premières mondiales grâce aux robots, vous le signaliez tout à l'heure, au robot Rosa qui permet de faire des opérations avec une précision incroyable, où on a énormément de domaines. On a des recherches aussi sur la batterie sodium-ion plutôt que lithium-ion, parce que le sodium, on en a partout. Donc voilà, tout ça, c'est l'avenir. Donc il faut absolument qu'on mise aussi sur ces industries de pointe et qu'elles se développent, et donc qu'on soit attractif aussi pour les jeunes ou moins jeunes chercheurs, mais surtout pour les jeunes et moins jeunes trouveurs. Merci beaucoup, Brigitte Fourré. Vous restez avec nous. Et merci encore de nous avoir accueillis ici dans ce lieu magnifique. On va passer à une séquence, on va entrer un peu dans le vif du sujet, c'est le concept des clés de la ville. On va parler d'une séquence, la vie ensemble, avec nos partenaires de Nexity. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Territoire. Pour cette séquence, la vie ensemble avec nos partenaires de Nexity. Guillaume Quintin est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va ?
Très bien, ravi d'être avec vous. Voilà, Guillaume, directeur général Nord pour Nexity Résidentiel. Merci d'être avec nous. Ici, c'est un formidable terrain de jeu. On a la chance d'avoir une élue locale, qui est une élue qui construit, mais qui construit pas n'importe comment, de n'importe quelle façon, avec le souci impérieux du bien-être de ses administrés. Alors moi, je vais vous poser une question un peu générale. On construit bien à Amiens ? Ça se passe bien ? On construit bien à Amiens et ça se passe très bien. En effet, c'est l'occasion pour moi aussi de vous remercier, Madame la maire. En effet, ça se passe très bien avec les services. Ça se passe très bien dans un contexte aujourd'hui où Amiens est une ville attractive. Vous l'avez rappelé d'ailleurs pour tous ses avantages, toutes ses commodités. On parlait de la culture, on parlait de l'éducation, on parlait des territoires, on parlait de l'environnement, on parlait du développement durable. Donc tous ces éléments sont des éléments essentiels pour nos acquéreurs. Je rappelle simplement qu'on est sur Amiens depuis plus de 20 ans maintenant, donc on a une vraie fidélité également au territoire. Nous sommes des partenaires de longue date, et c'est vrai qu'on est présent à travers différentes marques du groupe, l'immobilier résidentiel bien entendu, mais aussi le gérer à travers Studéa pour le logement étudiant, le vieillissement de la population à travers Égide Domitis, et également une grosse envie d'arriver sur un territoire où on sent qu'il y a un besoin sur la réhabilitation du parc existant, le syndic de copropriété, donc la copropriété dégradée ou la réhabilitation, la fracture énergétique, enfin voilà, ce sont des sujets en ce moment, c'est un vrai sujet. Exactement, donc c'est des choses qu'on veut continuer à développer, et comme vous le disiez, c'est pour nous une qualité de pouvoir discuter, encore une fois, avec des élus et encore une fois des services qui n'ont pas de dogmatisme. Nexity, c'est la vie ensemble, et à Amiens, on construit ensemble. Donc, j'aime beaucoup quand vous parlez de l'idée dogmatique. Effectivement, on a eu, nous, dans quelques territoires, certains élus locaux qui étaient parfois un peu ancrés sur certaines positions. Néanmoins, il y a une démographie dans ce pays, et le logement, c'est démographique. On peut d'ailleurs établir la courbe du logement en fonction de la démographie, et c'est politique. Le logement est politique, il restera toujours politique. Et ça, c'est un point extrêmement important. Je sais que vous êtes très attentif. Vous avez une particularité chez Nexity, il est vrai. Vous êtes le numéro 1 sur le marché français, mais vous êtes surtout aussi très branché sur la primo-accession, sur le mieux, le bien, et pour tout le monde. C'est quoi les projets en cours en ce moment, des projets emblématiques qui reflètent l'ADN à la fois de la marque Nexity, mais aussi de la marque Édouard Denis, qui fait partie de votre groupe? Alors tout d'abord, on est un acteur et on accompagne également la collectivité à travers son développement, et la SEM Amiens Aménagement est un producteur également de sites exceptionnels pour nous et pour produire du logement. Et vous arrivez à trouver du foncier? Et on arrive également à trouver du foncier. On accompagne également la collectivité sur des zones d'aménagement. Je pense à un site qui est pour nous l'accompagnement du parc de la Haute-Oie, où vous investissez beaucoup d'argent justement pour reconquérir une qualité urbaine. Et on accompagne en effet la ville à travers un projet qui va représenter pas loin de 550 logements. On va retrouver de la mixité, donc du logement pour tous, avec une programmation assez variée. On retrouve de la maison, puisque c'était aussi une exigence, vous en parliez tout à l'heure, donc on va retrouver de la maison individuelle. Avec des communs plus élargis, un verdissement, des nouvelles règles d'habitation, avec la RE 2020, maintenant ça rentre dans ce cadre-là. Est-ce qu'avec ce zéro artificialisation nette, vous arrivez aujourd'hui à modifier les pratiques qui régnaient peut-être il y a quelques années? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans le bon sens? Alors, on reste dans le bon sens dès lors où on pense d'abord client. Parce que le client, malgré tout, a une exigence et il faut savoir lui répondre. Donc, en effet, cette problématique d'avoir des espaces extérieurs généreux, parce qu'aujourd'hui, on vit vers l'extérieur, et vous parliez encore une fois de cette qualité verte que la ville d'Amiens offre, on peut pas être en déconnexion avec ça. Donc, cette opération que nous travaillons sur le parc de la Haute-Oie, où on a une commercialisation très dynamique, nos clients s'y retrouvent. Mais encore une fois, parce qu'on répond à des enjeux qui sont communs, enjeux de la collectivité, mais enjeux encore une fois du bien vivre ensemble et de la volonté de vivre dans un logement adapté à son... On a évoqué avec Brigitte Fourré, effectivement, le fait des reconversions des friches industrielles, qui est un sujet important, et qui permet de récupérer du foncier, de recycler, entre guillemets, j'aime pas trop le terme non plus, du foncier. On va être très concret. Combien ça coûte? Voilà. Oui, les prix, est-ce que... Voilà. Prix moyen du marché. Alors, si vous avez des stats plus globales, je suis preneur. D'ailleurs, tout à l'heure, avec David Quin, on parlera de projets magnifiques. Sur Amsom Habitat, ils ont des projets remarquables, notamment sur l'îlot Carmin, on va en parler tout à l'heure. Si on veut se loger correctement, décemment et dignement,
dans le neuf avec vous? Le prix moyen aujourd'hui constaté va tourner aux alentours de entre 3 500 et 3 700 euros du mètre carré. Ah, quand même. Voilà. Ouais. Alors, on est il y a un effet rattrapage, parce qu'encore une fois, il faut satisfaire la RE 2020, il faut satisfaire aussi une inflation qu'on connaît tous dans nos métiers. Ces prix vont naturellement, et en tous les cas, on l'espère, vont atterrir. Et vont retrouver une certaine stabilité. C'est vrai qu'on est dans une... Ils avaient tendance à beaucoup monter. Ils ont eu tendance à monter, et on espère encore une fois... Est-ce que c'est l'effet Covid qui a... Je vous dis, c'est la RE 2020 qui impose encore une fois des obligations en matière de constructibilité, et vous avez cette inflation encore une fois sur les coûts travaux qui vous amène à reporter un moment un prix. Et alors le logement aujourd'hui, certainement qu'il est... il est un peu élevé à 3 700 euros du mètre carré, mais encore une fois, si on offre une mixité, on parlait d'accession sociale, mais je pense au BRS, à l'OFS, on en parlait tout à l'heure avec nos partenaires d'Amsom, ce sont des éléments qui vont nous permettre justement de rétablir une moyenne et qui va permettre également d'offrir au plus grand nombre justement l'accès au logement. On va reparler d'ailleurs avec David tout à l'heure du BRS et puis notamment de l'approche aussi du logement social qui est complémentaire. D'ailleurs, on dit logement social, logement tout court, c'est du logement, puisque les 2/3 aujourd'hui, plus de 60% des Français logements qui sont logés dans le parc privé locatif, vous le savez, seraient éligibles aux conditions de ressources au logement social. Donc on a besoin aujourd'hui du parc privé, soyons clairs sur cette question. Au niveau du foncier, vous dites que vous n'avez pas trop de difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le développement avec la hausse des matières premières, des coûts de travaux qui ont littéralement explosé et d'une augmentation de plus de 300 points de base sur les taux de crédit, par exemple, par exemple, on était en janvier 2022 à 1,15, entre 1,10 et 1,15. Là, on est quasiment entre 2,50 et 3,20 sur des crédits de 20 ans. Est-ce que ça, c'est un frein très concret, malgré une inflation qui est aujourd'hui aux alentours de 8%, à l'accession à la propriété? Est-ce que la pièce qui avait été gagnée par les Français dans le neuf, grâce à une politique de taux bas, aujourd'hui, finalement, on est un peu perdu. Est-ce qu'on revoit un peu notre copie? Il y a un ralentissement clair et net, en effet, encore une fois, sur l'attractivité du propriétaire vers son établissement bancaire. C'est très compliqué aujourd'hui, et on l'a constaté déjà depuis l'année dernière. Il y a un grand nombre de dossiers aujourd'hui qui sont refusés par les banques, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et on espère là aussi de l'amélioration, puisque aujourd'hui on a besoin de logements, on a besoin encore une fois d'avoir l'accès au crédit le plus facilement possible. On reste quand même malgré tout, il faut le rappeler, sur des taux qui restent encore accessibles. Oui, bien sûr. Naturellement, mais il faut que les établissements bancaires ouvrent davantage le crédit et l'accessibilité au crédit pour les futurs acquéreurs. C'est quoi le projet en ce moment en cours, un peu totémique, le bâtiment totem de chez Nexity, un programme? Alter Ego, encore une fois, c'est ce programme qui est sur le parc de la Haute-Oie, qui offre pour moi des vues exceptionnelles sur un plan d'eau. Tout à l'heure, vous montriez des images de Amiens avec justement ces magnifiques plans d'eau au petit matin. C'est ce qu'on pourra retrouver pour les futurs acquéreurs, avec des orientations et des vues qui donnent directement. Le profil des acquéreurs, c'est quoi? Investisseurs, on a encore une part importante d'investisseurs pour le moment. À noter tout de même que nous avons des investisseurs patrimoniaux, dans le sens où on va retrouver malgré tout une clientèle locale des Hauts-de-France et du nord de l'Île-de-France. L'Île-de-France, on en parlait tout à l'heure aussi, mais c'est peut-être aussi un refuge. On investit maintenant, mais peut-être pour y vivre par la suite. Et d'ailleurs, on a un grand nombre de T3. Souvent, l'investisseur se réfugie très rapidement sur du T1, du studio ou du T2. On se rend compte ça fait partie des grands logements, le T3 aujourd'hui, mais c'est donc des grands logements aujourd'hui qui sont aussi à destination de certains investisseurs. Qu'est-ce que ça vous évoque, madame? Ça me conforte dans l'idée qu'on souhaite, justement, dans tous les programmes immobiliers, développer aussi des logements pour les familles et pas seulement des T1, T2. Donc, on a à chaque fois passé le message aux promoteurs immobiliers pour qu'ils répondent à ce besoin, encore une fois, des familles, parce que ce sont les familles qu'il nous faut garder à Amiens, et notamment les couples avec enfants
parce que c'est aussi l'avenir, évidemment, de la ville. Dans cette ligne, est-ce qu'il est prévu une charte locale, par exemple de la construction? On l'a vu dans notre Tour de France, à Nancy, à Bordeaux, à Nice. En fait, ça se développe. Le fait de regrouper les acteurs de la ville, à la fois les promoteurs immobiliers, bien sûr, aussi les bailleurs, enfin, bien sûr, la municipalité. Est-ce que c'est prévu à Amiens ou pas? Alors, ça n'est pas prévu pour l'instant, mais en fait, on fonctionne un peu quand même avec des rencontres de manière informelle. Mais après tout, pourquoi pas, ça pourrait s'envisager. Si en effet c'est efficace, utile et que ça permet une plus grande lisibilité de l'action que nous venons mener avec les promoteurs, pourquoi pas? Je suis preneur des bonnes idées. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci à vous. Guillaume Quintin, directeur général Nord pour Nexity Résidentiel. Applaudissements pour vous. Merci. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Olivier Marin, et nous recevons nos partenaires du Conseil supérieur du notariat, représentés par Vincent Renoux. Maître Vincent Renoux, bonjour. Bonjour. Voilà, et comme il est d'usage pour votre séquence, c'est notre ami Olivier Marin qui va ouvrir la première question. Oui, tout le monde va participer, en tout cas, c'est bien sûr cette séquence Parlons bien, l'occasion de prendre le pouls sur le marché immobilier au sein d'une ville, donc, et par extension son territoire, et on va voir avec vous votre expertise dans le domaine. Alors peut-être 2 chiffres clés pour commencer. 185 000, comme 185 000 €, ça c'est le prix moyen d'une maison ancienne à Amiens, prix moyen. Bon. Deuxième chiffre clé, 2600, comme 2600 €, prix moyen d'un appartement ancien à Amiens. Si on regarde d'ailleurs l'évolution d'autres métropoles, on peut dire qu'Amiens est l'une des villes en fait les moins chères entre guillemets par rapport à d'autres, les plus compétitives, une accessibilité, un cadre de vie qui attire et qui va, on espère, sans doute attirer de plus en plus. Comment se porte ce marché immobilier à Amiens, maître? Eh bien, effectivement, selon les derniers chiffres, sur un an, on s'aperçoit que l'évolution du marché immobilier ancien à Amiens, l'évolution est satisfaisante puisque la courbe va vers la hausse. Tout à fait. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, et quand on analyse les chiffres, ce sont des prix médians. Médian, je me permets, prix médian et pas des prix moyens, médian, parce que encore le plus prix, précis. Voilà, le prix médian, c'est le prix qui sépare les deux niveaux, 50% au-dessus, 50% en dessous. Le mot moyen de notre vocabulaire. Voilà. Ville moyenne, Parce que on oublie. concrètement, moyen, voilà. Voilà. Alors, prix médian. Voilà, c'est ça. Parce que prix moyen, il peut être évalué en fonction des valeurs extrêmes. Donc c'est ça. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un effet de rattrapage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Amiens, enfin, bénéficie de l'attractivité dont qu'elle mérite. C'est ça, c'est effectivement, Amiens, c'est un très bon rapport qualité-prix, qualité de vie qui n'est plus à démontrer. C'est pour ça qu'elle est très dynamique, cette ville, d'ailleurs. Et l'accessibilité prix, c'est effectivement, on en profite. Et ce qui avec explique une hausse quand même de progression. 5% sur un an. De façon générale, dans le prix médian pour les appartements, on est sur 5% en prenant Amiens et Amiens Métropole, non pas sur 2600, parce que 2600, c'est le centre. Amiens-Ville. Là, quand on parle d'Amiens avec Amiens Métropole, on est sur 2350 du mètre carré. Est-ce que la ville d'Amiens, un petit peu comme on le voit avec différents professionnels, nous disent qu'il y a eu en fait demi-temps déjà dans l'année 2022, les 6 premiers mois de l'année qui étaient en fait sur une belle dynamique, et puis depuis la rentrée septembre 2022 avec inflation, pouvoir d'achat, budget travaux, tout le monde a regardé à la loupe différentes choses sur cette acquisition, et en fait il y a eu un ralentissement progressif de l'activité. On ne parle pas d'effondrement, on parle de ralentissement. Est-ce qu'Amiens a connu ou connaît ce ralentissement? C'est vrai que cette courbe au niveau des prix, là, elle va vers la hausse, c'est indéniable. Il y a un fléchissement concernant le nombre de transactions. On arrive à le mesurer au niveau de la somme. La somme, on s'aperçoit qu'il y a 5% de moins pour les appartements. Par rapport à la même période l'année sur précédente. un an, et 8% pour les maisons. Et effectivement, à Amiens, on s'aperçoit qu'il y a ce même ralentissement, évidemment, malheureusement. Alors, un panorama
on a besoin de votre expertise si on devait prendre une photo d'Amiens avec les différents quartiers. Et quelques bons plans, voilà. S'il S'il y a un bon plan, voilà. À Amiens, vous avez dû le constater, il y a le centre-ville qui est divisé en 2 parties. Je regarde Madame le maire en disant il y a une partie cathédrale Saint-Leu qui est partie touristique et partie étudiante également. Et le centre-ville est également partie plus commerçante où on part de la Tour Perret proche de la gare pour aller à l'hôtel de ville, partie piétonne. On est ici, surtout sur des appartements avec un prix, je disais tout à l'heure, de 2600 € du mètre carré. Progression quand même de 6,6% sur l'année, ça c'est très bien. Autour du centre-ville, autour de ce noyau, il y a les faubourgs et les quartiers avec les fameuses maisons accolées en briques. Vous évoquiez tout à l'heure les maisons amiénoises. Il y a à peu près sur ces maisons environ 3-5 pièces, c'est à peu près ça. Et on est sur un prix médian de 180 000 €. Après, il y a d'autres quartiers plus résidentiels. Quand même, un retour sur ces maisons Qui ont du potentiel. Et qui ont eu un rattrapage. Il y a certains quartiers, je pense notamment Saint-Achel, Sainte-Anne, où là, ça a pris 12%. Concrètement. Donc c'est vraiment, il y a un rattrapage sur ces quartiers-là. Vous le sentez, ces chiffres-là Oui, je le sens, mais avec en même temps et en parallèle un besoin de rénovation énergétique, parce que certaines de ces maisons peuvent être de vrais passoires. Ah oui. Donc l'enjeu de... Alors, Madame le maire, on l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure avec nos amis d'Elio. juste quelle est la part des propriétaires amiens? On dit que 30-35%, c'est ça, de la part des propriétaires. Oui, on est en dessous de la moyenne Donc nationale. c'est un marché de locataires ici. On est dans un marché de locataires. Et tout à l'heure, vous parliez du nombre de Français éligibles au logement locatif aidé. À Amiens, c'est 80%. Ah, quand même. Oui. Donc ça vous donne... Le pourcentage de logements sociaux sur la ville, actuellement, il est un peu plus de 30%. Ah oui. Et des aides au logement spécifiques à Amiens? Pour la rénovation, notamment, bien entendu. C'est un sujet, on est d'accord que c'est le sujet du jour pour les élus locaux. Complètement. La rénovation énergétique, d'ailleurs, qui touche l'habitat, mais pas que l'habitat, la voirie, les infrastructures, absolument, mais le domaine public. Avec le coût de l'énergie, forcément, c'est le sujet qui intéresse tout le monde. Et c'est pas par hasard si on a lancé un réseau de chaleur à Amiens. On va parler de location aussi. Est-ce qu'on loue facilement à Amiens, Maître Renou? Oui, on loue facilement à Amiens. On est aux oui, il y a de l'offre alors. Ah oui, il y a à peu près 10 € au niveau national, c'est un peu galère. C'est à peu près ça. Ouais. Et d'ailleurs, on avait constaté les Franciliens qui étaient intervenus, qui arrivaient sur Amiens. On avait remarqué que aujourd'hui, il y avait 11% quand même de ventes d'appartements qui étaient faites par des Franciliens. Des Franciliens. Oui, effectivement. Et qui viennent investir. Alors, voilà, ils viennent investir, effectivement. Donc ça veut dire qu'on a un taux de rendement locatif qui est de combien aujourd'hui? Vous avez des indicateurs? Alors, il faut regarrer en fonction de la surface, etc. En moyenne. Du tout. Enfin, en moyenne. Nous allons autour de 8% en brut, concrètement. 8% en brut. En brut. Oui. C'est énorme. Oui. Alors, mais effectivement, c'est intéressant. Ah bah donc ça vaut le coup d'investir ici, alors, Amiens. J'espère que ça vaut encore plus le coup de venir y habiter. Oui. Non, mais je vous comprends complètement parce qu'effectivement, ça serait bien aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accession sociale à la propriété. C'est bien aussi que les personnes acquièrent, puisqu'on sait qu'il y a un impact sur l'acquisition, notamment sur le bien-être de la copropriété et la conservation de la copropriété. C'est intéressant de voir ici les deux. D'ailleurs, j'évoquerai ce sujet tout à l'heure avec Amsom Habitat. Quel conseil vous donneriez pour conclure cette séquence à ceux qui nous écoutent dans 3-4 conseils un peu totémiques dans le cadre de vendre ou d'acheter? Pour ceux qui de vendre et d'acheter. Alors vendre ou acheter un bien c'est un examen préalable. Évidemment, il y a le côté financier et juridique. Très rapidement, quand on vend ou quand on achète, il y a énormément de documents. Évidemment, il faut se rapprocher du notaire avant de signer quelque contrat que ce soit. Je ne dirais pas le contraire. Mais dites-vous bien qu'il y a parfois près de 8 diagnostics différents. Imaginez le nombre de documents à lire, à consulter et à comprendre. Et l'essentiel, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est le diagnostic de performance énergétique. Il y a une valeur verte qui va arriver concrètement. Et donc est-ce que justement cette green value, on va dire, on est très à la mode en ce moment. Et pourtant, parler de décote rouge. Et tu le sais, en plus, je déteste les anglicismes. Je ne sais pas pourquoi je peux avoir comme tout le monde. Ça doit être l'âge. Justement, aujourd'hui, les écarts de prix. Alors, on a fait des statistiques avec Olivier. On arrive, lorsqu'on fait nos billets à la télé, on est entre 15 et 20% d'écart en valeur verte. On le voit, c'est pas neutre du tout. Et d'ailleurs, depuis janvier 2023,
les étiquettes FG sont impropres à la location s'ils n'ont pas été rénovés. Oui, c'est ça. Alors, G+. J'ai plus. On Oui. verra oui, tout à j'ai l'heure plus. avec Elio. C'est Ouais. ça. Il est encore trop tôt peut-être D'accord. de terminer ça. D'accord. Ça peut être intéressant d'acheter aussi un bien immobilier. Dans la loi de finances, avec dit énergivore, dans la loi de finances Pour la rénover. 2023, il est prévu effectivement des aides à cet effet. Mais bien prendre en considération ces éléments. Ça, c'est évident. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Applaudissements pour Vincent Renoux. Les clés de la ville, parlons territoire, avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Et nous accueillons David Quin. Comment ça va, Bonjour. David? Très bien, très bien. Vous êtes le directeur général d'Amsom Habitat. Absolument. Amsom Habitat Voilà. est un organisme du département créé il y a plus d'un siècle par le conseil municipal d'Amiens de l'époque. Et nous gérons à peu près aujourd'hui 21 000 logements dans le département, donc à peu près 15 000 sur Amiens. Vous êtes l'acteur de référence en tant que bailleur social aujourd'hui sur le territoire. Absolument, d'ailleurs par son histoire, par Bien son sûr. patrimoine et aussi parce que on est, j'aime bien la définition que je donne au logement social, on est un apporteur de solutions aux partenaires locaux, aux élus locaux, puisqu'on a un attachement en tant qu'office public à un territoire, hein, c'est notre histoire. Et donc on apporte toute une série de solutions et on va en parler, que ce soit à travers du logement social, de l'accession à la propriété, de l'aménagement. Le logement social est un sujet important, bien évidemment. Le logement social ne signifie pas, mesdames et messieurs, ceux qui nous écoutez, que c'est un logement de moindre qualité. Bien souvent, le niveau que vous avez atteint aujourd'hui pour la qualité de vos logements est absolument exceptionnel. Avec Olivier, on est allé effectivement parcourir toutes vos solutions, vous le dites, puisqu'effectivement, à travers l'habitat, vous le savez, Madame la maire, c'est aussi l'indicateur et le marqueur social de la dignité urbaine. De la dignité urbaine, j'entends bien le mot dignité urbaine. Un immeuble peut blesser, peut être une arme par destination, peut concourir à la dégradation de la santé. Et effectivement, ce lien avec l'ensemble des parties prenantes est extrêmement important. Quelques chiffres pour Amsom Habitat, vous gérez combien de logements aujourd'hui? Donc comme je vous l'ai dit, 21 000, 15 000 21 sur 000. Amiens Et métropole. est-ce que vous arrivez à construire? Alors on arrive à construire, je ne vous cache pas que la situation actuelle rend plus complexe le montage des opérations. Néanmoins, les efforts qu'on a fait à travers l'histoire, à travers la période précédente, récente, nous permettent aujourd'hui d'avoir encore les moyens d'investir, en tout cas de passer une crise si elle est temporaire et la plus courte possible. Donc on continue à maintenir un niveau d'investissement, en tout cas c'est le choix du territoire de pouvoir maintenir ce niveau d'investissement, que ce soit sur le développement, mais surtout sur la réhabilitation. Vous parlez de logement de qualité. Nous, par exemple, on a moins construit, mais énormément réhabilité depuis 7 ans. Aujourd'hui, par exemple, vous parliez précédemment de logements énergivores, hein, les G+. Nous, aujourd'hui, on sera en 2025 à un niveau moyen du patrimoine qui nous permet de ne plus avoir de logements classés au-delà du E, donc en F et G, avant même 2025. 2025. Ouais, Voilà. Ça, c'est l'engagement. Voilà, on a aujourd'hui 2% du patrimoine qui est au-delà effectivement de ce niveau parce qu'on a énormément réhabilité les années précédentes. Et vous aviez finalement anticipé tout ce qui allait se... Oui. Voilà, alors vous parliez de Borloo tout à l'heure, c'est quand même lui qui en 2008 nous avait demandé à ce qu'en 2020 on n'en ait plus, au-delà de la classe D. Donc il y avait un effort qui était quand même assez important à faire et qui nécessite du temps. Et donc aujourd'hui, ceux qui effectivement ont ce travail à faire, eh bien ils mettront beaucoup de temps à le faire puisque ça demande beaucoup d'investissement. Donc nous, on est aujourd'hui assez satisfait de le faire. Et donc pour répondre à votre question, c'est aussi pour nous un avantage, c'est que comme on a pris un peu d'avance sur cette rénovation énergétique du patrimoine, on a aujourd'hui des ressources pour pouvoir du coup maintenir un développement. Faire les deux est compliqué. Alors, on s'était dit, vous et moi, lorsqu'on a préparé votre séquence, qu'on irait aussi dans le concret. Et je voudrais qu'on vous félicite, qu'on félicite votre organisation, puisque j'ai relevé deux... moi, j'appelle toujours ça les projets totems, mais absolument magnifiques. Je voudrais qu'on parle de l'îlot Carmin. L'îlot Carmin, c'est 46 maisons individuelles que j'ai été voir, magnifique, superbe, avec 5 appartements terrasses, et aussi la résidence cœur de ville. Alors ça aussi, c'est remarquable. C'est vrai que dans vos villes, vous avez cette capacité justement à trouver ces îlots de verdure. C'est le projet de résidence Rive et Nature. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques mots et nous donner envie finalement d'aller découvrir ces projets?
Alors, ils sont magnifiques, mais ils sont aussi intelligents, parce que le dispositif, comme disait Madame la maire tout à l'heure, intelligent finalement. absolument, c'est que la volonté de la ville, on a aujourd'hui la chance d'avoir sur la ville un habitat assez diversifié en matière de statut d'occupant. On a des propriétaires, des locataires de logements sociaux, tout ça étant réparti avec une proportion qui correspond finalement à la population locale. Une difficulté, ça reste malgré tout l'accès à la propriété, qui était une volonté de Madame le maire notamment, de maintenir des populations de familles pour faire vivre les écoles, pour faire vivre la ville, pour profiter des espaces, etc. Et donc nous, on réalisait via la location-accession, assez historique, des opérations d'accession à la propriété, y compris d'ailleurs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et on a eu en 2020 une nouvelle dynamique, c'est d'être agréé organisme foncier solidaire pour pouvoir proposer une dissociation du bâti et du foncier, pour faire rapide, qui permet effectivement de pouvoir vendre des logements dans ce cadre en accession sociale. Donc l'OFS a été constitué. Voilà, on a eu l'agrément en 2020, on est le premier de la région Hauts-de-France à l'avoir obtenu. Formidable outil. Absolument. Voilà, et on peut du coup, depuis 2020, développer des opérations d'accession sociale à la propriété, en lien évidemment avec les souhaits de la collectivité, dans une volonté de maintenir de la population. Donc c'est de l'accession à la propriété du type 3, du type 4, du type 5, pour être très concret. On fait des logements de 100 mètres carrés. L'île aux Carmins, c'est la première opération qu'on a lancée en commercialisation en juin. Aujourd'hui, à peu près la moitié est vendue. Et une autre partie est réservée. Il reste plus grand chose à vendre si vous le cherchez. Mais magnifique. Super. Alors, je vous encourage d'ailleurs les amis à aller sur le site Somme Habitat. Vous avez des photos magnifiques. C'est remarquable. Voilà. Et donc c'est de la maison individuelle effectivement, ce qui est plutôt rare d'ailleurs dans le cadre du bail réel solidaire. Tout à fait. Donc aux normes d'aujourd'hui, avec du jardin, avec du stationnement à proximité des voies de transport, du centre-ville, des parcs. Donc plutôt un site assez remarquable. Et l'autre opération, alors celle-là, elle est doublement intelligente, elle est encore plus intelligente parce que on est effectivement au bord de la Somme, sur une ancienne friche artisanale, qui est aujourd'hui une dalle en béton, qui est traversée par une rivière invisible. Et on a acheté ce site en ayant une volonté d'en faire quelque chose qui soit particulièrement, avec un montage particulièrement complexe, où on associe à la fois des équipements publics, du logement social, un parking intelligent, mutualisé, 6000 m² d'espace vert, on renature en fait ce terrain. On remet à la vue la rivière qui est aujourd'hui invisible, et tout ça en plein cœur de ville. Donc on en fait vraiment un site qui va être absolument exceptionnel, et on a voulu, en termes de mixité, là aussi, avoir du propriétaire occupant. Donc on a monté cette opération là aussi en BRS, c'est 124 appartements qui vont du type 3 au type 5. Tous ont des terrasses magnifiques avec balcons, avec des vues exceptionnelles sur la cathédrale d'Amiens ou sur la Somme, ou sur l'espace vert au milieu. Voilà, donc c'est des montages qui aujourd'hui sont facilités par le dispositif juridique du BRS, parce qu'on a aussi un accompagnement de la collectivité qui nous aide dans sa volonté politique de maintenir de la population. Et donc, pour vous parler prix, puisque ça peut vous intéresser, oui, aujourd'hui, on parlait du prix de l'ancien médian ou moyen. Médian. Et donc, nous, on vend aujourd'hui au mètre carré entre 2150 € et 2300 €. Neuf. Oui. Donc, on est un petit peu inférieur au prix de l'ancien. Et évidemment, en contrepartie d'une redevance pour le foncier, bien sûr, mais qui est assez dérisoire, puisqu'on est à moins d'1 € du mètre carré. Du mètre carré. Absolument. Habitable. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements pour David Quin. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. Et on va parler, Olivier, de bien mieux avec notre ami Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Elio. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Sylvain, bonjour Olivier. Bonjour, qu'on est très heureux de retrouver. Vous êtes très beau avec votre écharpe, vous êtes raccord là tous les deux. Oui, très bien. Alors effectivement, on va parler rénovation énergétique, c'est vraiment, on va dire, le chantier du siècle. C'est vraiment très important et aussi voir avec vous, côté pratique, ce qui se passe à Amiens et quelles sont les aides, les conseils, les diagnostics à apporter. Alors tout d'abord, peut-être, on
On l'évoquait tout à l'heure avec Sylvain, il y a eu des nouveautés depuis janvier 2023 en ce qui concerne la rénovation énergétique. Certains s'y perdent entre les F, les G, on entend parler de G+. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement déjà qu'est-ce qui change ? Alors, janvier 2023, c'est les G+, et on en parlait tout à l'heure, effectivement. Les G+, c'est une consommation de 450 kWh par mètre carré par an. Voilà. Et donc, à partir de 2025, ça sera tous les G qui vont être concernés, et 2028, tous les F. Aujourd'hui, les G+, c'est à peu près 190 000 logements. Donc, ce n'est pas encore énorme, mais ça sera étendu à partir de 2025. Voilà, donc avec aussi des logements qui pourraient progressivement sortir du marché de la location, ce qui pose aussi des problèmes et ce qui fait que beaucoup, là aussi, de professionnels nous disent le calendrier, il est absolument intenable, il faudra peut-être y revenir. Donc, justement, vous êtes d'accord sur le calendrier qui est absolument intenable? C'est difficile, en effet, en tout cas pour les logements des particuliers, évidemment. Alors, pourquoi les Amiénois feraient-ils des travaux de rénovation énergétique ? Et est-ce que Amiens est un bon élève de la rénovation énergétique? Alors, la première chose, c'est les factures d'énergie, comme vous le disiez tout à l'heure, qui augmentent de manière très sensible. Donc maintenant, il y a le réflexe de dire on va faire de la rénovation énergétique, alors qu'avant, on allait changer sa cuisine. Et aujourd'hui, dans les mentalités, ça commence à changer, de se dire, ben voilà, pour améliorer mon confort, pour faire baisser mes factures énergétiques, je vais rénover mon logement. Donc ça, c'est vraiment la priorité, et les Français et les Amiénois s'en rendent compte. Et je me souviens plus de votre deuxième question par rapport à est-ce que les Amiénois... qu'Amiens est un bon élève de la rénovation énergétique? Alors, je sais que vous avez fait une petite analyse. On a fait une petite analyse, effectivement. Les logements dans la catégorie F et G, c'est à peu près 15%. Et les E, F, G, c'est quasiment 45%. Donc on a quasiment 45% de passoires énergétiques à Amiens, mais c'est pas quelque chose qui est anormal. Dans la plupart des villes de France qu'on traverse, et notamment celles qu'on a fait les dernières fois, c'est à peu près la même chose. Donc il y a un travail, effectivement, mais on s'y attelle et les Français ont envie de le faire. Donc maintenant, il faut aller plus vite, aller plus fort pour enclencher ces rénovations énergétiques. Et le gouvernement, d'ailleurs, et on en parlait tout à l'heure, commence à mettre les moyens. Donc on a quasiment 2,45 milliards pour ma prime rénov' aujourd'hui, le dispositif d'aide publique. Mais vous avez également un dispositif d'aide privée que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui s'appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui est une aide privée et dont les Français et les citoyens peuvent bénéficier. Et la mairie, la collectivité, aide aussi, donne... Exactement. Oui. Alors, en fait, oui. La plateforme, d'ailleurs, l'OR, c'est ça la plateforme. Et alors, il y a la plateforme LOR, qui est une aide à la décision, au fond. Hein. Donc ça, c'est intéressant parce que, autrement, les habitants sont perdus, ils ne savent pas à qui s'adresser pour avoir le bon diagnostic. Donc, il y a la plateforme LOR. En effet, il y a également les aides financières, les subventions attribuées par la mairie pour la rénovation des logements. Donc, et de plus en plus, les collectivités locales s'impliquent dans cette démarche-là, évidemment, parce que c'est essentiel. Alors, les solutions et les conseils pratiques. Alors, les solutions et les conseils pratiques, la première, c'est d'aller sur France Rénov', le dispositif public pour chaque citoyen puisse obtenir ses aides. La deuxième chose, c'est d'aller voir un opérateur, comme Elio par exemple, qui va vous prendre votre dossier et le faire de manière complète, donc sur toute la chaîne de valeur, du diagnostic jusqu'à l'aide du financement, également dans le conseil des travaux, jusqu'à la prise en main du logement. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le citoyen, il doit être en même temps architecte, il doit être maître d'œuvre, il doit être conseiller financier. Et donc, c'est important d'aller voir des gens qui connaissent le métier et qui sont capables de vous accompagner sur l'ensemble du projet. Accompagné de A à Z. Accompagné de A à Z. Et d'ailleurs, le gouvernement aujourd'hui a mis en place un dispositif qui s'appelle Mon accompagnateur rénov'. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'une aide de 5 000 € sur la rénovation énergétique, vous serez obligé d'être accompagné par une personne qui va vous aider, qui va vous accompagner sur tout le cycle des travaux énergétiques. Et ça, c'est très important pour, et d'un, réduire la quantité et la durée des travaux, et de deux, optimiser les économies réelles, parce que ce qu'on veut à la fin, c'est qu'il y ait vraiment des économies réelles d'énergie, sinon ça ne sert à rien et on dépense de l'argent pour rien. Alors, des cas concrets à Amiens, notamment, on commence par les particuliers. Un citoyen qui a envie d'avoir des aides, et il est face à un casse-tête administratif, il va sur une plateforme, de temps en temps il rentre des codes, il s'inscrit, mais après c'est compliqué, il n'est pas forcément rappelé.
Là, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une multiplication des aides privées, publiques, des collectivités territoriales, et on peut se retrouver face à un mur. Donc c'est vraiment important, comme je le disais tout à l'heure, d'être accompagné, d'être soutenu, et de ne pas se sentir seul. Et il faut absolument que les citoyens pensent à se faire aider sur ces questions-là. Cas pratique, cas particulier à Amiens. Alors, juste pour compléter, pardonnez-moi, c'est quand vous dites faire aider, est-ce que vous, chez Elio, de A à Z, vous accompagnez justement, vous guidez les usagers Exactement, c'est vraiment notre identité et le but de notre métier. C'est quand majeur. Un citoyen, une personne vient nous voir, on va s'occuper d'aller faire un audit, d'aller voir les artisans pour leur dire voilà, qu'est-ce que vous allez nous proposer, faire des conseils financiers, et puis surtout la finalité, c'est de baisser le reste à charge. Donc une fois qu'on a le reste à charge minimum, on va aussi conseiller, par exemple, d'aller voir une banque pour avoir un éco-PTZ. Aujourd'hui, quand vous êtes bénéficiaire de MaPrimeRénov', vous pouvez avoir un éco-PTZ à hauteur de 30 000 €. Vous les assistez même au montage financier qui permet de financer. Parce que le premier frein à la rénovation énergétique, pour des ménages notamment modestes, c'est le reste à charge financier. Donc aujourd'hui, il faut qu'on accompagne par des éco-PTZ et des dispositifs qui vont permettre de baisser au maximum ce reste à charge. Donc je me permets de revenir sur les deux cas, notamment un premier cas sur du résidentiel individuel, donc sur une maison, un couple avec un enfant qui a des revenus d'à peu près 45 000 € par an, une maison de 80 mètres carrés dans Amiens, avec un système de chauffage au gaz. On va passer d'une étiquette E à une étiquette C pour un gain énergétique d'à peu près 63%, donc ce qui n'est pas neutre, ce qui est assez important. On va réaliser 3 types de travaux, ce qui permet de rentrer dans une rénovation globale et de maximiser les aides, comme on le disait tout à l'heure. On va installer une pompe à chaleur. On va isoler les murs par l'extérieur, donc une isolation thermique par l'extérieur. Et on va isoler les rampants, donc c'est-à-dire entre les poutres dans le toit. Et pour un budget de travaux d'à peu près 39 000 €, on va réussir, en cumulant les aides, à avoir à peu près 10 500 € de la prime C2E que Elio va chercher, donc la prime privée des certificats d'économie d'énergie, qu'on va additionner à une prime publique MPR d'à peu près 10 000 €. Donc on va avoir un reste à charge pour le ménage d'à peu près 21 000 €, ce qui reste quand même une somme conséquente et qu'on va pouvoir accompagner avec les dispositifs pour la faire financer. Donc et pour l'habitat collectif ? Pour l'habitat collectif, alors ça c'est plus complexe, parce que vous savez qu'il y a les questions de vote en assemblée générale. C'est le vrai sujet d'ailleurs pour les copropriétés. Complètement. Parce qu'il y a très peu de dossiers sur MaPrimeRénov' de mémoire, c'était 800 000 dossiers. Plus des 2/3 des dossiers, plus de 80% des dossiers sur la maison individuelle. Exactement. Et sur les copropriétés, c'est un nombre très très faible. Exactement, mais le gouvernement commence à mettre des moyens sur la copropriété. Et je vais partir d'un exemple concret dans le quartier plein sud à Amiens, une copropriété de 1977. Avec un bâtiment d'à peu près 30 logements, une surface habitable de 3 500 mètres carrés, avec un système de chauffage au gaz collectif. Donc le but, c'est de passer d'une étiquette D à une étiquette B, et d'avoir un gain énergétique de 49%. On va réaliser plusieurs types de travaux, isolation des murs par l'extérieur. Donc il faut savoir que ce n'est pas possible dans chaque copropriété en fonction de l'architecture, mais là c'est possible dans ce cas-là. On va isoler la toiture terrasse, on va isoler les planchers bas et on va mettre en place une VMC collective de type B. Et pour un montant de 481 000 € de travaux, on va réussir à obtenir quasiment 200 000 € d'aide, 73 000 € de prime C2E Elio, certificat d'économie d'énergie, et plus de 100 000 € de MaPrimeRénov', l'aide publique, pour un reste à charge de 287 000 €. Donc c'est important le reste à charge, mais on a quasiment 200 000 € d'aide, c'est presque... Finalement, c'est la conjugaison de 3 facteurs, si on y réfléchit bien. C'est-à-dire que c'est à la fois une amélioration de l'habitat par effectivement le bien-être dans l'habitat, un point de vue économique, c'est-à-dire une réduction drastique des charges qui est sans appel par rapport à l'investissement qui est fait, et enfin un accompagnement qui est quand même très organisé, très structuré. Il faut juste souhaiter que le nombre... il y avait moins de 200 dossiers qui ont été déposés en 2022 sur l'accompagnement des copropriétés instruits dans le cadre de MaPrimeRénov'. Il faut le souhaiter que l'élargissement se fasse de plus en plus. Parce qu'il faut rappeler aussi que la rénovation, vous êtes d'accord, c'est l'amélioration de l'habitat, c'est la conservation de l'habitat, et ça peut éviter des problématiques de
copropriétés en péril, dégradées, et qui peuvent provoquer des drames. On l'a vu il y a assez récemment, ça a été le cas de la rue d'Aubagne à Marseille ou à Lille, par exemple. C'est quand même assez un sujet important. Mais il y a aussi, chez Elio, vous avez aussi une vision de l'infrastructure publique. En fait, une vision un peu à 360 degrés de la rénovation. Est-ce que vous, de votre point de vue, les élus locaux, ont bien pris la mesure de cet enjeu majeur ? Mais c'est très gentil de me poser cette question parce qu'elle est très importante. Et effectivement, les élus locaux dans les territoires n'ont pas forcément connaissance de l'ensemble des aides qui existent, et notamment des aides privées. Donc il y a tout un devoir de pédagogie pour accompagner les élus, surtout les élus de petites communes, de communes rurales, qui n'ont pas forcément les moyens techniques d'accompagnement. Et la deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer aussi sur des entreprises privées, parce que le privé est aussi important et souvent facilite ces travaux de rénovation énergétique et accompagne et va permettre de massifier, et le but c'est quand même de massifier la rénovation énergétique et de décarboner les territoires. Mais l'émission, elle sert aussi à ça, à évangéliser aussi, de voir avec les élus locaux. Oui, alors on évangélise quand on est chrétien, on talmudise, si on est mosaïque, ou on coranise pour les autres, etc. Parce que vous savez, maintenant, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Exactement. Donc voilà, on va dire qu'on va répandre les bonnes paroles. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Sylvain, si je peux me le permettre. Aujourd'hui, 70% des aides à la rénovation énergétique sont à destination du résidentiel et donc des maisons, alors que c'est 28% de la consommation finale d'énergie en France. Aujourd'hui, l'industrie, le tertiaire consomme énormément et les aides sont plus vers le résidentiel. Alors qu'on l'a vu avec des défaillances d'entreprises, des boulangeries qui ferment, des industries, William Saurin, de l'agriculture qui ferme. Aujourd'hui, il faut recentrer les aides vers l'industrie, le tertiaire et pas que le résidentiel. Et puis réduire l'émission de méthane des vaches. Oui, c'est un sujet j'avais vu un reportage, tout le monde l'a vu, bien évidemment. Il faut savoir que le transport, quand même, représente le premier émetteur de carbone dans le monde, suivi par la construction, donc in fine, bien évidemment, le logement. Mais ce que vous dites est majeur, parce qu'effectivement, souvent, on a l'impression qu'on se soucie que du logement, alors que les secteurs tertiaires, mais aussi l'immobilier de commerce, sont des gros consommateurs, gros émetteurs de carbone. Et c'est le pouvoir d'achat des Français. Et aujourd'hui, si l'industrie, si nos entreprises, si nos petits commerces ne sont pas soutenus, notamment pour cette transition, mais c'est les ménages à la fin qui trinquent. Alors je vous pose, Pierre-Marie, chaque fois la même question, et ça sera ma dernière question pour cette séquence. Je vous dis souvent, on est protecteur dans ce pays du locataire, ce qui est très bien. Mais quand on est propriétaire occupant, finalement, on est en dessous des radars. Quelque part. Quand on a des propriétaires occupants qui n'ont pas forcément les moyens de faire les travaux, justement, dans les copropriétés. D'ailleurs, dans les votes, dans la gouvernance des copropriétés, souvent, l'un des freins, je pense à des couples de retraités notamment, qui se disent « Pourquoi je vais rénover ? J'ai 80 ans, j'ai 75 ans, le temps que je fasse un retour sur investissement il va se passer peut-être 5-10 ans. » On se dit « On verra plus tard. » Est-ce que, de ce point de vue-là, aujourd'hui, vous avez le sentiment, notamment avec les professionnels, qu'on arrive à faire passer ce message, justement, de dire que ça devient vraiment une nécessité, mais aussi pour le confort de vie? La question, c'est toujours la question économique, la question de la facture. Et aujourd'hui, même des personnes qui sont plus âgées se rendent compte que pour, d'un, valoriser leurs biens, et de deux, le transmettre à des enfants, à des petits-enfants, il vaut toujours mieux rénover. Donc, du coup, le facteur économique est aujourd'hui celui qui déclenche l'acte de rénovation énergétique. Comme on a fait le registre des religions et des spiritualités, ainsi parlait Pierre-Marie Perrin. Restez avec nous, le directeur des affaires publiques d'Elio. Un applaudissement pour Pierre-Marie Perrin. Bravo. Voilà, les amis, il est temps de nous quitter. On est toujours un peu triste d'ailleurs de nous quitter dans cet endroit. On n'a pas envie de partir du cirque, on va peut-être le convertir. Moi, je vais faire le clown. Et Olivier fera Monsieur Loyal, avec la jaquette, le haut de forme, tout va bien. Un grand merci, bien sûr, à Madame le maire Brigitte Fourré de nous avoir accueillis avec les équipes de la mairie, notamment le service presse, avec Justine Cronier et l'ensemble de ses équipes, de nous avoir permis d'être ici dans cet environnement. Merci à Olivier Marin. Et le mois prochain, Olivier, nous sommes au Havre. Eh bien oui, merci Sylvain, nous serons au Havre le 15 février pour enregistrer l'émission. Et puis on continuera ce tour de France de l'immobilier, du logement, de la rénovation, de l'urbanisme, des grands projets, des territoires.
On sera à Tours, ensuite à Lorient, à Nîmes, Angers et on terminera cette saison avec Annemasse au mois de juillet prochain. Absolument. Et aussi un grand merci à nos partenaires sans lesquels cette émission n'existerait pas. Et à toutes et à tous. Comme dirait Lucien Jeunesse, sous vos applaudissements.